Le dieu soleil apparaît, enfin le dieu soleil d'Elbaf. Alors que les Mugiwara se retrouvent enfermés dans un diorama géant dans le temple de cette divinité, ils découvrent un étrange monde peuplé d'étranges animaux. Qui est vraiment ce géant? Où se trouve-t-il et que va-t-il se passer? Je vais tâcher de répondre à toutes ces questions dans cette nouvelle review. Yo les bros, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour découvrir avec moi le monde d'Elbaf. Dites-moi en commentaire si ce chapitre vous a plu, donnez-lui une note sur 10, je suis curieux d'avoir votre ressenti à son sujet. Alors, il est l'heure de résumer ce chapitre et heureusement, malgré sa longueur, on peut le faire en seulement quelques phrases. Une fois regroupés, les Mugiwara découvrent que le royaume dans lequel ils sont n'est pas vraiment Elbaf malgré les apparences. Il n'y a pas de vrais géants, ce sont simplement des humains déguisés comme eux, et l'un d'entre eux va leur expliquer qu'ils sont dans le pays des dieux, gouvernés par le dieu Oreille, le dieu des pointes, et Iskat, qui sont, comme vous l'aurez deviné, le lapin battu par Luffy, Zoro et Sanji dans le précédent chapitre, le hérisson battu par Nami, et le chat battu encore une fois par le Monster Trio. Il existe le temple du dieu soleil, gardé par des bêtes féroces sans que personne ne leur survive. Alors évidemment, Luffy va aller voir ça de lui-même jusqu'à arriver au bout de la map, littéralement. Il brise un mur de verre, laissant apparaître une pièce de géant avec une table, une machine à coudre, d'autres Lego et Chopper. Les retrouvailles n'auront été que de courte durée, les fameux gardiens du temple solaire apparaissent et ils sont effectivement terrifiants. Alors que les Mugiwara les affrontent, un véritable géant cette fois-ci rentre dans la pièce, tout laisse supposer qu'il est le fameux dieu soleil redouté par les humains un petit peu plus tôt. Les Mugiwara cherchant à s'enfuir rentrent à nouveau dans le monde miniature avec cette fois-ci une carte et Iskat, le chat s'étant déjà remis de ses blessures, tout en étant poursuivi par le dieu soleil géant et furieux. Et c'est la fin de ce chapitre qui me pète déjà le crâne, je sais pas par où commencer. Vu qu'il y a plein de trucs partout, vraiment, des éléments, des personnages et tout ce bordel, je me dis qu'il serait intéressant pour une fois de s'intéresser aux petits détails et à leur signification. Côté paysage, nous en voyons plus que dans les derniers chapitres. Il y a notamment cette vue globale du pays à la première page qui m'interpelle car elle ressemble beaucoup, alors ça c'est vraiment mon avis perso, mais à la capitale des fleurs de Wano Kuni. L'arbre au milieu, l'Yggdrasil, du coup c'est l'arbre du château du shogun. Il y a aussi la structure circulaire qui ressemble au pont du château justement. Je sais pas, ça m'a donné un sentiment de déjà vu. Concernant le château de Bigstein, déjà désolé les gars, je vais sûrement foirer toutes les prononciations durant cet arc, vous avez été 60 à me dire dans la dernière review que je le disais mal, soyez juste indulgents par pitié. Donc concernant ce château là, à son sommet se trouve un drapeau avec un symbole solaire, il était déjà visible dans le dernier chapitre mais encore mieux dans celui-ci, sauf si je me trompe, il semble posséder une étoile en son centre, ce n'est pas un symbole très courant dans One Piece, et c'est la raison pour laquelle j'ai tout de suite pensé aux pupilles étoilées des séraphins dont on ne connaît toujours pas la signification ou les origines. Pas dit que ça ait un lien, il y a même très peu de chance, en tout cas ce drapeau est très intéressant, à voir si on le recroise sur le vrai Elbaf, mais c'est probablement le symbole de la famille royale vu qu'il croit au dieu soleil. L'apparition d'un géant qui n'est en fait pas un géant se fait sur une sauterelle qui elle n'est pas du tout d'une taille normale pour le coup, il faut alors croire que le dieu soleil a introduit dans son monde factice des insectes et des animaux d'Elbaf, expliquant la taille démesurée du chat, de cette sauterelle ou même des abeilles et de l'hérisson, ils viennent vraiment de la faune d'Elbaf, c'est là où je veux en venir. Du coup, autre chose dans la review précédente, je vous disais trouver ça étonnant que des restes de corps de taille humaine jonchent le sol du château, qu'il était possible que d'autres humains avaient été kidnappés et menés ici. C'est donc confirmé dans ce chapitre avec l'apparition d'humains normaux qui ont peut-être survécu car eux n'ont pas cherché à se rebeller contre le dieu soleil, ce qui n'était pas le cas des cadavres qu'on a vus dans le dernier chapitre. Je me dis aussi que si c'est des gens récupérés près d'Elbaf, comme ce fut le cas pour les Mugiwara qui étaient proches de l'île lors de leur capture, alors peut-être qu'on pourrait retrouver Kid et son équipage, encore une fois capturés par le dieu soleil, quelque part dans ce diorama géant. En vrai, il faudrait penser à le sauver le ref, il va vraiment finir par canner en étant plongé dans la flotte autant de temps. Tout comme vous, je crois pas avoir trop compris où se trouvait précisément Chopper lorsqu'ils ont réussi à quitter le monde de fabriquer. Il était sur la table et attaché avec un collier, mais la scène n'est pas des plus explicites pour autant. L'apparition des animaux gardiens du temple signifie une nouvelle référence à la mythologie nordique de la part d'Oda. Le serpent est une référence au Jormungand, le serpent monde qui tua Thor, d'ailleurs je vous spoil la mythologie. Ensuite il y a le corbeau Mugin, qui est en fait la contraction de Munin et Hugin, c'est les deux corbeaux d'Odin, le dieu des dieux nordiques. Pour finir avec les trois rats ou souris, et là pour le coup je sèche, je n'ai rien trouvé, il y a bien Ratatoskr,
mais c'est un écureuil qui est chargé de transmettre les messages du dragon des racines de l'Yggdrasil jusqu'à l'aigle qui s'y trouve au sommet, donc je vois pas trop le lien avec les 3 autres rongeurs. L'apparition du géant dans ce grand couloir laisse alors comprendre que nous sommes non pas dans une maison, mais dans un château. En tout cas, ce n'est que dans les châteaux que se trouvent plusieurs portes, plusieurs salles de la sorte, donc on se trouverait potentiellement au palais royal d'Elbaf, là où est né le prince Loki il y a plus de 60 piges. Il n'aura pas fallu longtemps avant que Luffy refoute le feu en combattant les animaux gardiens. Alors là, croyez-moi, l'arc d'Elbaf va forcément se terminer dans un incendie, c'est pas possible autrement. Déjà, il y a celui fait par Big Mom étant enfant, ensuite il y a celui qui avait commencé dans le monde miniature là au dernier chapitre, et pour finir celui-ci qui s'est déclenché aujourd'hui. Frère, c'est fou, Oda va vraiment chercher à foutre le feu au véritable Yggdrasil, ça va être ça l'un des points principaux de cet arc, c'est sûr. Elbaf sera consumé par les flammes si ça continue, surtout que le dieu soleil est parti à la poursuite des Mugiwara sans éteindre, ou du moins je crois, l'incendie qui débutait dans la pièce. Ah mais ça va cramer, c'est sûr, hein. Elbaf va cramer. Hein. Sans surprise, ils ont capturé le chat pour s'en servir comme monture, donc Iskat. Ils font ça tout le temps et c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas décidé de le manger dans le dernier chapitre. Donc ce chat sera important, c'est le chat de quelqu'un, sûrement du dieu soleil, oui, mais possiblement d'un autre géant à qui ce dieu soleil l'aurait volé pour le mettre dans son monde. Pour finir, et si on avait un quelconque doute, le dieu soleil n'arbore que des éléments solaires, son bâton, son bouclier, le symbole du soleil se retrouve vraiment partout, et même un peu trop à mon goût, ce qui est le signe, à mon sens parfait, que ce n'est qu'un imposteur, un espèce d'usurpateur qui se fait passer pour cette divinité en se cachant derrière un maximum d'éléments cosmétiques évoquant le soleil, eh bien pour qu'on soit persuadé que c'est le dieu soleil alors que ce n'est pas du tout le cas. Le bouclier peut toutefois rappeler Svalin qui dans la mythologie nordique est placé entre Sol, le soleil, et la terre pour la protéger des rayons de ce dernier. C'est d'ailleurs une attaque utilisée par Doro et Brogy lorsqu'ils ont protégé Luffy sur Egghead du feu de Mars. Svalin et le bouclier sont donc un symbole protecteur du soleil. Sinon et plus globalement, ce chapitre a réussi à faire passer le précédent comme encore plus bizarre qu'il ne l'était. Si je trouvais déjà que beaucoup de choses étaient étranges dans le 1127, ce n'est qu'en lisant vos innombrables commentaires que j'ai réalisé que oui, il était vraiment truffé d'incohérences avec par exemple les armes de Nami et Luffy qui apparaissaient et disparaissaient sans cesse, allant même jusqu'à changer d'une case à l'autre. Du coup, et c'est bien normal, ça a donné lieu à un vrai délire collectif, c'est pas vraiment One Piece, Oda ne peut pas faire autant d'erreurs, ça doit être lié au monde dans lequel ils sont, un monde d'illusions totalement incohérent avec la réalité. Pourtant, ce chapitre nous prouve le parfait contraire, non? Les Mugiwara n'étaient que enfermés dans une maquette, ce n'était que l'équivalent d'un aquarium, enfin d'un terrarium du coup. Luffy n'a semble-t-il pas brisé la porte vers un autre monde magique, il a juste cassé une vitre. Alors comment expliquer toutes les incohérences visuelles du dernier chapitre? Des incohérences qui n'ont pas eu lieu dans celui-ci vu que Luffy a toujours gardé sa hache et ne l'a jamais changé pour une épée, et Nami a seulement été dessinée une seule fois sans son épée et ça a tout l'air d'être une vraie erreur pour le coup. Ça pourrait vouloir dire que le chapitre 1127 était vraiment truffé d'erreurs, que tout ça n'était peut-être pas voulu par Oda et ça serait un vrai coup dur. Ou alors, depuis la fin de Wano Kuni, on est enfermé dans la matrice et c'est Togashi qui contrôle le monde. Mais bon, on va éviter les théories du complot. En vrai, pour l'instant, c'est pas forcément utile d'affirmer que oui ou non ce sont des erreurs car on est encore qu'au tout début de l'arc et en quelques chapitres, toutes nos croyances peuvent s'effondrer. Je voulais quand même relever ce point parce que ça a été un sujet assez chaud autour du dernier chapitre. Maintenant, et pour la 8423e fois, essayons de comprendre qui se cache derrière l'identité du dieu soleil qui apparaît dans ce chapitre. Attention, là on y va vraiment à l'aveugle, hein. Ça peut être débunk à tout moment, surtout que là encore, Oda reste très mystérieux et vague dans ce chapitre. Question basique, est-ce un homme ou une femme? Alors j'aurais tendance à penser que c'est une femme pour les bottines et la machine à coudre. C'est totalement cliché, entendons-nous bien là-dessus, mais j'ai l'impression que la finesse de son travail ne peut être accomplie que par une femme. Sa carrure élancée est également un argument non négligeable. D'ailleurs, le fait de ne pas avoir ses bras ou ses jambes m'a fait penser à Yamato. Tout portait à croire au début que c'était un homme, jusqu'à ce qu'elle déchire ses manches pour révéler son physique, donc j'ai la sensation que c'est la même chose pour ce personnage qui cache sa véritable apparence. En plus, elle aurait gardé Chopper enchaîné parce qu'il est mignon, Chopper arrive toujours à toucher le cœur des filles, ça manque pas. Du coup, si c'est une femme, alors ce n'est pas Loki, et si ce n'est pas Loki, alors qui est-ce? De toute façon, même si c'est un homme, je doute que ce soit Loki, alors c'est totalement possible bien sûr, mais j'ai l'impression que ça serait un petit peu trop facile, on le découvrirait un peu trop vite. Je pense que c'est quelqu'un du palais de Loki, un ou une amie à lui, voire un membre de sa
sa famille, même une relation, style Otama Momonosuke, ne m'étonnerait pas trop. Moi je sais c'est vaste, hein, mais j'essaye de rester soft dans le champ des possibles. Je suis mitigé concernant sa taille, est-il vraiment immense ou plutôt petit pour un géant? De la vision des Mugiwara, il paraît vraiment très grand, hein, limite comme le sont les géants antiques. D'un autre côté, lorsqu'on le voit marcher dans le couloir, il n'a pas l'air d'être plus grand que la moyenne des géants que l'on connaît. En tout cas, il ou elle a un vrai putain de flow et ça c'est indéniable. D'ailleurs, dans la dernière review, je vous disais que Elbaf introduira à mon sens des géants antiques tels que Oz. Après tout, quel meilleur endroit que l'île des géants pour les voir apparaître? Eh bien, si les perspectives sont trompeuses et que le dieu soleil est véritablement plus grand que ce que l'on pense, plus grand même qu'un géant, alors il pourrait être un descendant d'un géant antique. Ces êtres existent toujours comme l'a prouvé Oz Junior qui n'avait que 70 ans, signifiant qu'il y a 70 piges, il avait un père et une mère et peut-être même une tribu. Ça serait incroyable de découvrir que la famille royale d'Elbaf soit spéciale, qu'elle soit particulière car composée de géants antiques, les plus vieux êtres vivants connus à ce jour dans One Piece. Après tout, ne sommes-nous pas en pleine découverte depuis quelques années dans One Piece des races disparues et éteintes de ce monde? C'était le cas des Lunarians sur Wano Kuni, des boucaniers sur Egghead, pourquoi pas des géants antiques sur Elbaf? Que l'on découvre l'histoire de Oz et le pays qu'il a construit après avoir rapiécé des terres entre elles, que l'on découvre le pays des glaces dans lequel il est mort et qui, comme par hasard, tient d'étranges similitudes avec Jotunheim, le pays de glace des géants dans les mythes nordiques. Vous pouvez pas savoir à quel point j'ai hâte de découvrir l'histoire de ces démons, c'est vraiment trop passionnant. En tout cas voilà, pour l'identité du dieu soleil, on n'est peut-être pas trop avancé, mais j'ai l'impression que c'est une femme, qui n'est d'ailleurs pas forcément méchante, et que son histoire est liée à celle du prince Loki. Toutefois, et peu importe son genre ou ses intentions, ce qui m'intéresse de savoir, c'est de quoi s'est inspiré Oda pour la création de ce personnage, ou du moins y a-t-il une entité ou une divinité quelle qu'elle soit, qui aurait pu lui faire dire putain, lui il m'intéresse, je vais le transformer pour être mon nouveau personnage super important. Ce n'est pas systématique, mais pour le coup ça peut arriver. Et il y a des correspondances, de grosses correspondances même avec ce dieu soleil, et vous allez voir c'est assez étonnant avec deux d'entre eux. Le premier c'est Cernunnos, un dieu hyper important du panthéon celtique. Il est représenté avec des cornes de cerf sur la tête, accompagné d'une multitude d'animaux autour de lui, comme un serpent, d'autres cerfs, ou même des rats. Ah bah, ça pourrait peut-être expliquer la présence des 3 rats de ce chapitre du coup. Globalement il a une image plutôt positive, il a une bonne aura en représentant la nature et le cycle de la vie et de la mort. Ça va, c'est pas un monstre. En tout cas, physiquement, il peut s'en inspirer même si ce n'est pas un géant. Par contre, le deuxième, lui, c'est un géant. En tout cas, c'est ce que certains écrits disent de lui. Je parle de Ern, le chasseur, un esprit portant des cornes de cerf sur sa tête. Il sort la nuit pour chasser, représentant le gardien et le fantôme des forêts. Alors peut-être que c'est de lui que s'est inspiré Oda, que le dieu soleil est en fait un chasseur expliquant tous les animaux autour de lui et son apparence de cerf, qu'il récupère sur les côtes d'Elbaf, les navires ayant échoué pour les emprisonner dans son monde factice. Ok, alors maintenant, que va-t-il se passer? Quels seront les événements du prochain chapitre? Eh bien, Nami a un plan et il consiste à traverser le diorama pour détruire l'autre miroir et casser le mur extérieur pour se retrouver dehors. Me paraît parfait et il m'a surtout fait penser à un truc. Vous vous souvenez de la fin de Little Garden quand Luffy et tout l'équipage quittent l'île avec les adieux des géants? Ces derniers restent en arrière pour détruire le poisson géant avec un Hakoku qui veut manger le Merry pendant que tout l'équipage garde le cap droit devant malgré le danger. C'était au chapitre 129. Maintenant on rajoute exactement 1000 chapitres pour atteindre le 1129, le chapitre de la semaine prochaine, dans lequel l'équipage ne devra pas s'arrêter et traverser miroir et mur pour enfin être libre comme face au poisson Gob Hill. Si j'adore ce parallèle et je pense qu'Oda devrait vraiment profiter de ce chapitre pour en faire un clin d'œil, il faut aussi prendre en compte que le dieu soleil qui les poursuit sera peut-être à l'origine d'un Hakoku comme l'ont fait Dory et Brogy. Il y a exactement 1000 chapitres. En lançant cette attaque, peut-être avec son bâton, pourquoi pas, le dieu soleil démontrerait toute sa puissance et briserait à la fois le mur et le miroir par lequel s'échapperaient les Mugiwara. Bon, bien sûr, si les gays, il va rien faire du tout, hein, c'est juste pour le parallélisme avec Little Garden. Continuons de parler du chapitre, mais cette fois-ci en lisant et en répondant à vos questions posées sur Twitter pour le courrier de Goji. J'ai très hâte, alors allons-y. Bonjour Goji, j'espère que ça va bien. Ma question porte sur l'arc en général. Est-ce que tu penses qu'Usopp aura enfin droit à ses moments dans cet arc d'Elbaf? Vu ce qui s'est passé avec Zoro sur Wano avant et Franky et son origine, est-ce encore possible pour lui? Tu sais quoi, j'en profite aussi pour répondre à une autre question sur Usopp qui me demande ce que je pense de la réaction de Luffy qui lui a reproché de ne pas avoir battu le chat là, et si c'était un signe de remise en question. Usopp
c'est très compliqué, hein. Je vais pas vous cacher que plus ça va et plus j'ai du mal avec ce personnage. En fait, j'ai pas du mal avec ce qu'incarne Usopp en général, le fait d'avoir un mec un peu peureux, pas toujours au max, qui n'a pas de super pouvoir de fou, ça a aussi son charme, hein, on va pas se le cacher, c'est pas du tout une mauvaise chose. Usopp, c'est vraiment l'humain de l'équipage par excellence, et d'un autre côté, il est à l'origine de scènes légendaires. Son combat contre Luffy, c'était juste parfait. Le problème, c'est cette sensation qu'Oda l'a délaissé, qu'il l'a oublié. Dans la semaine, je postais un petit tweet là sur son haki de l'observation, rigolant que depuis Dressrosa, eh bien on n'en avait plus vu la couleur. Bah ça vraiment, je trouve pas normal qu'un membre d'équipage d'empereur ayant vaincu Shichibukai, Yonko et affronté le Gorosei n'ait toujours pas au minimum ce haki. Alors on pourrait se dire que oui ça va, après tout on n'a pas besoin de la puissance d'Usopp, hein, mais ça c'est des conneries parce que en fait s'il n'apporte pas un minimum de force, il ne sert plus à rien le frérot. Il n'est plus le charpentier de l'équipage, Franky l'a remplacé depuis Water 7, il n'est plus l'inventeur et l'innovateur de l'équipage non plus. Pareil, Franky l'a encore remplacé et en plus ça fait des centaines de chapitres qu'il n'a rien apporté de concret en innovation. Il n'a pas de rêve utile à celui de Luffy ou de l'équipage. Bah, devenir brave guerrier des mers c'est cool hein, mais c'est autant égoïste qu'être le plus grand sabreur. Mais Zoro lui a le mérite de découper du steak tout le temps, hein, donc on peut pas lui reprocher ça. Et finalement, quand tu prends du recul, il est le moins utile tout court de tous les Mugiwara. Tu reprends la bataille d'Onigashima, tous ont eu leur moment, leur scène, lui, que dalle. Ou du moins quasiment que dalle. Chopper est plus puissant, Nami est plus puissante, Franky et Brook également, même Robin a eu le mérite de se faire un Toby repos. Donc non, concrètement, si le sniper de l'équipage ne snipe plus rien du tout, bah il sert à quoi? Fous-lui du granit marin, Oda, fous-lui le haki l'observation, fais un truc qu'on se dise « Waouh, putain, Usopp il a vraiment géré là dans ce passage ». Le truc c'est que comparé à tous les autres, si l'équipage n'est pas là pour le sauver, eh ben il va pas chercher à se sauver lui-même tout seul. Ça finit par le rendre terne, ça fait de lui un vrai boulet. Là où encore Nami, qui est censé être moins combative, se débrouille bien mieux que lui, comme le montre le chapitre précédent. Donc ouais, quand Luffy lui a dit d'un air saoulé de toute façon, tu aurais pu le vaincre, hein, Usopp. Bah, à premier degré, ça m'a fait du bien. J'espérais que ce soit le début de quelque chose, d'une espèce de remise en question. Mais après, voilà, c'est à Oda de gérer cet aspect. Dites-moi vraiment ce que vous pensez d'Usopp, mais de ce que j'ai cru comprendre, beaucoup sont dans le même cas que moi. On cherche pas à ce qu'il ait le haki des rois avancé, l'éveil d'un fruit du démon ou je ne sais quoi, mais juste le strict minimum qu'il ne montre, même pas aujourd'hui. Donc voilà, Elbaf, c'est censé être son moment. Je vous l'ai déjà dit dans la dernière review, et j'espère vraiment pas me tromper parce qu'au bout d'un moment, faut qu'il montre son utilité le ref, vraiment. Salut Goji, j'ai plus une question sur l'arc en général. Tu penses qu'Elbaf va être un petit arc comme Amazon Lily pour suivre la continuité Egghead Sabaody ou bien un long arc? Pitié, on a tellement attendu cet arc. J'espère qu'il sera bien long comme il faut. Après, pouvoir imaginer la durée d'Elbaf, c'est déjà pouvoir prévoir ce qu'Oda va faire dans les prochains chapitres, dans les prochaines dizaines de chapitres, et là c'est impossible. Si je dois donner une vraie estimation perso, je dirais qu'Elbaf, sans compter les chapitres montrant le monde extérieur, ça serait entre 50 et 60 chapitres. Et même là, ça me paraît long de fou parce que ça veut dire qu'on va rester approximativement 2 ans sur Elbaf. Mais d'un autre côté, comment Oda peut juste nous laisser 10 chapitres ici sans plus jamais nous y faire revenir alors que ça fait déjà 3 chapitres qu'on est sur Elbaf et ils sont toujours pas sortis d'une chambre? De toute façon, c'est mort. La fin de One Piece, c'est 2030, pas avant. Tant mieux, hein, ça repousse l'échéance de Pôle emploi. Hein. Vous m'aurez pas comme ça. J'ai pas compris, pourquoi les Mugiwara s'enfuient à la fin au lieu d'affronter le géant? Est-ce que le géant moyen est niveau empereur? Non mais alors là non, je pense pas que ce soit une question de puissance frérot, hein. Rien ne laisse présager ou paraître que le géant est plus ou moins fort qu'Airudin, c'est juste qu'ils voulaient se barrer fissa d'ici. À 3 ils auraient très bien pu s'en occuper, hein, mais ils ont été un minimum rationnel en préférant s'échapper et retrouver leur équipage, c'est leur objectif principal. Après le géant est peut-être trop fort en vrai, hein, mais je ne pense pas que ça vienne de là. Et en plus je pense qu'il est vraiment gaze de chez gaze malheureusement. Même si un petit Akoku des familles là pour briser le miroir serait vraiment pas de refus. Salut Goji, merci pour le taf. Une analyse de la page en couleur s'il te plaît. Pourquoi avoir fait transformer Luffy en Gear 5? Il aurait pu cogner ce serpent sens là. Et pourquoi le mec louche n'a pas reconnu Nika là où les autres géants l'ont reconnu dès qu'ils l'ont vu sur Egghead? Alors je vais te décevoir d'emblée mon ref, mais j'ai rien à redire sur la page de cover, genre vraiment rien du tout. Elle est très jolie, hein, mais voilà c'est tout. C'est déjà une analyse en soi. Luffy, je crois que quand son combat va durer un petit peu de temps, il se transforme en Gear 5 maintenant automatiquement, peu importe la force de son adversaire. Je crois qu'il aime tellement la liberté que lui accorde ce gear qu'il en est devenu limite accro. D'ailleurs il avait déjà dit à Bonnie, hein, quand il est comme ça, c'est quand il est dans sa forme la plus libre. Donc chaque fois qu'un combat doit durer plus de 10 secondes, chaque fois que c'est pas un one shot, bah il passe en Gear 5. Voilà, c'est comme ça. Après moi ça me dérange pas trop pour le coup, hein. Mais j'avoue que le Gear 6 secondes et tout le reste...
adieu. Et pourquoi le mec l'a pas reconnu? Ben, justement parce que ça serait un usurpateur. C'est la preuve que le dieu soleil ne sait rien de Nika, il a peut-être entendu des choses par-ci par-là, mais c'est tout, il ne se rend pas compte de qui il a vraiment devant lui. Sauf s'il n'a pas bien réussi à le voir avec la fumée, mais bon... J'en doute un peu, hein. Après, il faut faire attention, autant dans le prochain chapitre, bah, il se met à dire qu'il connaît cette forme blanche et tout le tintouin, hein. Oda l'a déjà fait. Non, mais moi, vraiment, il y a de trop grosses chances qu'il soit déconnecté de la réalité, le frérot dieu du soleil, là. Il est dans son monde à lui et ne comprend rien du tout de tout le reste. Penses-tu qu'il y a un lien entre ce dieu soleil de ce chapitre 1128 avec celui du chapitre 1096 aux côtés de Garlingen? Serait-ce un ancien chevalier divin? Vu que ça correspond pas à la taille, mais alors pas du tout, je ne pense pas, non, mais c'est effectivement bien trouvé, ouais. Malheureusement, la taille c'est un vrai problème quand même qui bloque le lien entre les deux, sauf s'il a un fruit du démon qui permet de grandir ou de rapetissir. Petit doute mon ref, je suis désolé. Eh bien écoutez, on a vu tout ce qu'il y avait à voir, on est encore dans l'introduction de l'arc, donc il n'y a rien de particulier à développer dans ce nouveau chapitre, mais soyons patients, Elbaf sera incontestablement à la hauteur de vos attentes, croyez-moi, et faites confiance à Oda. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à check les anciennes reviews ou même la dernière vidéo sortie dimanche dernier qui vous a d'ailleurs énormément plu. Merci à nouveau pour tous vos retours. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la review du chapitre 1129. Portez-vous bien les bros, prenez soin de vous et de vos proches. Peace.